Bon, mais tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va reprendre le cours là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, je vous rappelle qu'on s'était arrêté lors du dernier cours à la vérification des règles de Woodward-Hoffmann que nous avions fait pour les cyclo-additions à l'aide des diagrammes de corrélation. Donc, on avait commencé à faire le diagramme de corrélation pour l'addition de plus 2 de l'éthylène donnant un cyclobutane. Et je vous rappelle qu'à la fin, on était arrivé à un contresens puisque nous avions aucune orbitale de la partie réactive qui avait la bonne symétrie et la même symétrie que les orbitales au niveau du produit. D'accord? Donc je vous avais dit de réfléchir à ce problème-là car on avait fait un certain nombre d'erreurs. Moi j'avais suivi ce que vous m'aviez dit et donc il y avait clairement un certain nombre d'erreurs dans cette description. Donc voici à l'écran en haut le diagramme de corrélation des OM que l'on peut obtenir pour cette réaction. Donc sur la partie de gauche, donc ici nous avons les réactifs, donc qui sont dans ce cas-là les deux éthylènes, et nous avons ici sur la partie de droite les orbitales qu'on obtient pour le cyclobutane. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme première différence? Donc, la première différence qui est importante, c'est que vous remarquez ici le petit dessin sur la partie de droite, c'est que l'on ne peut faire un diagramme de corrélation des OM qu'à partir du moment où on a imposé un mécanisme réactionnel. Donc dans ce cas-là, vous voyez que j'ai pris le cas classique que vous connaissez depuis le premier semestre, qui est l'addition supra-supra de deux molécules d'éthylène. Pourquoi ça? Tout simplement parce que les éléments de symétrie ne sont pas indépendants du mode d'approche. Donc forcément, les éléments qui vont se conserver pour une approche supra-supra ne seront pas les mêmes que pour un mode supra-antara, ce qui imposera que la symétrie de vos orbitales seront différentes suivant le mode d'approche. Ça, c'était déjà le premier problème dans le diagramme que nous avions commencé à faire ensemble lors du dernier cours. Donc ici, sur le mode supra-supra, je vous montre par exemple deux éléments de symétrie que je vais considérer pour la suite de la réaction. Puisque je m'approche en mode supra-supra, je vais considérer le plan qui est le plan bisecteur d'une molécule d'éthylène, que j'appelle ici le plan P1, et ensuite un plan P2 qui est un plan parallèle au plan des deux molécules d'éthylène et qui va se positionner juste au milieu entre ces molécules d'éthylène. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous regardez le diagramme, vous devez remarquer aussi qu'il y a quelques petites différences, en particulier sur les orbitales moléculaires. Donc si je prends maintenant les réactifs, vous vous souvenez que dans le diagramme que je vous avais dessiné, nous étions partis de deux molécules d'éthylène séparées, c'est-à-dire que les orbitales étaient localisées sur chacun des fragments éthylène et étaient donc dégénérées. Il en était de même pour les orbitales antiliantes et les orbitales pi-étoiles. Et vous aviez la même chose du côté du produit, puisque nous avions généré nos orbitales sigma, et donc nos orbitales sigma étaient aussi dégénérées. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc dans ce diagramme, vous pouvez remarquer que on a pris des combinaisons linéaires de ces orbitales moléculaires. Alors pourquoi est-ce que je peux faire ça? Je vous rappelle ce qu'on avait fait au premier semestre, comme on vous avait dit que si vous avez deux orbitales dégénérées, toute combinaison linéaire est aussi solution avec la même énergie. Donc on a pris cette fois-ci les combinaisons linéaires pi1 plus pi2 et pi1 moins pi2, et on a fait pi1 étoile plus pi2 étoile et pi1 étoile moins pi2 étoile. De la même manière pour les produits, les orbitales sigma étant dégénérées, les orbitales sigma étoile étant dégénérées, j'en prends aussi les deux combinaisons linéaires, sigma 1 plus sigma 2, sigma 1 moins sigma 2, et pour les antiliantes, sigma 1 étoile plus sigma 2 étoile et sigma 1 étoile moins sigma 2 étoile. Alors vous allez me dire pourquoi je viens de vous dire que les orbitales ont la même énergie, donc elles devraient être techniquement dégénérées. Donc ici sur le diagramme, vous voyez que je ne les ai pas dégénérées. Pourquoi est-ce que je ne les ai pas dégénérées? Tout simplement parce que, comme vous le voyez bien apparaître, sur la pi1 plus pi2, on a un recouvrement secondaire liant entre les deux fragments éthyléniques, que vous pouvez voir ici.
Alors que sur la pi1-pi2, vous avez au même endroit un recouvrement secondaire anti-liant, ce qui me permet de lever très légèrement la dégénérescence entre les deux orbitales. De la même manière pour la somme pi1 étoile plus pi2 étoile et pi1 étoile moins pi2 étoile. Pour la partie sigma 1 plus sigma 2, vous voyez qu'il y a aussi une levée de dégénérescence, mais cette levée de dégénérescence est beaucoup plus faible. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous regardez, vous n'avez pas de recouvrement a priori primaire anti-liant, ce qui est tout à fait normal. Par contre, vous avez un très léger recouvrement secondaire anti-liant dans la partie sigma 1 moins sigma 2 ici, qui est sur chacun localisé sur chacun des anciens fragments éthyléniques. Alors pourquoi est-ce que ce recouvrement secondaire est très légèrement anti-liant? Tout simplement parce que cette fois-ci vous avez des orbitales sigma qui sont des orbitales directionnelles, et donc le recouvrement latéral anti-liant que vous avez dans ce mélange-là est beaucoup plus faible, et du coup la levée de dégénérescence devient cette fois-ci très faible, ce qui vous explique pourquoi l'écart ici entre ces deux orbitales est plus petit que l'écart que vous avez à gauche pour les orbitales. Il en va de même pour les orbitales anti-liants. Donc ceci étant posé, maintenant si j'applique les opérations de symétrie qui sont conservées au cours de la réaction, qu'est-ce que je trouve? Je me rends compte effectivement pour pi1 plus pi2 que cette orbitale est totalement symétrique, alors que pi1 moins pi2, cette fois-ci, elle va être symétrique par rapport à p1, mais elle va être antisymétrique par rapport à p2. Et il en va de même quand je fais pi1 étoile plus pi2 étoile et pi1 étoile moins pi2 étoile. Donc par rapport à P1, ces deux orbitales pi étoile, comme nous l'avions trouvé, sont antisymétriques. Par contre, par rapport à P2, la première va être symétrique alors que la deuxième est antisymétrique. Maintenant, si je fais la même chose pour les orbitales du produit, donc la sigma 1 plus sigma 2 va être, elle, totalement symétrique par rapport aux deux éléments de symétrie, alors qu'effectivement, sigma 1 moins sigma 2 va être, elle, on en a parlé tout à l'heure avec le faible recouvrement anti-liant sur chaque fragment antilénique, par rapport à P1 va être antisymétrique, alors qu'elle va être symétrique par rapport à P2. Et on peut faire exactement la même remarque pour sigma 1 étoile, sigma plus sigma 2 étoile, et sigma 1 étoile moins sigma 2 étoile. Donc cette fois-ci, maintenant, quand je compare les symétries des réactifs et des produits, je m'aperçois que j'obtiens toutes les symétries possibles, que ce soit au niveau des réactifs et des produits. Et donc maintenant, je vais pouvoir effectivement tracer la corrélation entre mes orbitales du réactif et mes orbitales du produit. Donc quand je fais ça, je m'aperçois que les orbitales les plus basses en énergie corrèlent ensemble. Par contre, l'orbitale pi1 moins pi2, qui est symétrique antisymétrique, ne va pas corréler avec sigma 1 et sigma 2, mais elle va corréler avec sigma 1 étoile plus sigma 2 étoile. Et c'est donc à l'inverse, pi1 étoile plus pi2 étoile qui va corréler avec sigma 1 moins sigma 2. La dernière combinaison linéaire, pi1 étoile moins pi2 étoile, corrélant avec sigma 1 étoile moins sigma 2 étoile. Donc maintenant, si je mets les électrons dans les orbitales occupées des réactifs et des produits, qu'est-ce que je remarque? Je sais que c'est une réaction 2 plus 2, donc j'ai 4 électrons à placer. Donc, ce qui signifie que, et c'est pour ça que je vous ai mis un trait pointillé au milieu de votre diagramme, les orbitales occupées seront en dessous de ces traits pointillés, c'est-à-dire les orbitales pi1 plus pi2 et pi1 moins pi2 pour la partie réactif, et sigma 1 plus sigma 2 et sigma 1 moins sigma 2 pour la partie produit. Donc, par rapport à ce que nous avons déjà fait quand nous avons fait les réactions d'électrocyclisation, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque effectivement que dans notre diagramme, vous avez ici l'apparition d'un croisement entre orbital occupé et orbital virtuel. Et donc le croisement entre orbital occupé et orbital virtuel, dans le diagramme de corrélation des OM, doit, comme je vous l'avais dit, vous indiquer que vous avez une réaction qui ne permet pas de faire corréler les orbitales occupées des réactifs et des produits. Donc on a un croisement entre orbital occupé et orbital virtuel. Et donc notre réaction va être une réaction qui va être thermiquement interdite. Et donc je vous rappelle les règles de Woodward-Hoffmann qui vous disent qu'effectivement le mode supra-supra n'est pas autorisé pour une réaction qui va être une réaction 2 plus 2. Bon, maintenant, si je pars de ce diagramme et que
et que j'essaie d'obtenir une réaction thermique, ben, il me faudrait le diagramme que vous avez ici dessiné en bas à gauche, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'orbital pi1 pi2 corrèle directement avec l'orbital sigma 1 étoile plus sigma 2 étoile, c'est-à-dire qu'il faut que j'excite formellement deux électrons de l'orbital sigma 1 moins sigma 2 vers l'orbital sigma 1 étoile plus sigma 2 étoile. D'accord? Donc ça voudrait dire que l'état fondamental de mon réactif corrélerait avec un état excité, qui est un état doublement excité, puisque j'ai excité deux électrons de mon produit. D'accord? Donc bien évidemment, ceci n'est pas complètement facile et complètement favorable. Donc du coup, quelle va être la solution qui va être préconisée? Ben, la solution qui va être la plus simple, ça va être la solution que vous avez ici au milieu, c'est que si photochimiquement j'excite mon réactif, je vais exciter un électron de l'orbital pi1 moins pi2 et que je vais envoyer vers l'orbital pi1 étoile moins pi2 étoile. Et donc si je fais ça, ben, je me rends compte que maintenant les deux orbitales qui se croisent vont être chacune simplement occupées à la fois dans le réactif et dans le produit, et donc je vais bien avoir une corrélation entre orbital occupé du réactif et orbital occupé du produit, ce qui nous montre bien dans ce cas-là que notre réaction est une réaction autorisée par voie photochimique et non pas par voie thermique. Donc je vous montre simplement la même chose pour éventuellement avoir une pseudo-réaction thermique où on exciterait photochimiquement les deux électrons de notre réactif de manière à corréler vers l'état fondamental de notre produit. Mais bon, ça c'est juste au passage puisque ce n'est pas des choses que nous avons regardées jusqu'à présent. Bon. Donc maintenant, si on poursuit et qu'on essaie de faire la même chose, mais cette fois-ci pour la réaction classique d'Ilsalder, la réaction 4 plus 2, donc butadiène plus éthylène. Donc on va faire exactement la même chose. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va considérer que notre butadiène et notre éthylène vont s'additionner en mode supra-supra. D'accord? Donc attention ici sur le dessin que je vous ai mis ici. P1, P2, P3 ne sont pas les trois éléments de symétrie qui vont être conservés, loin de là. P2 et P3 sont simplement là pour vous signaler que le butadiène est dans le plan P2 et l'éthylène est dans le plan P3, sachant que les plans P2 et P3 sont parallèles l'un avec l'autre. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment, on cherche à trouver et à utiliser le moins possible d'éléments de symétrie, et on va chercher l'élément de symétrie qui va être pertinent pour faire la différenciation entre les chemins et donc entre la symétrie des orbitales. Donc ici, on va essentiellement se focaliser dans le mode supra-supra sur le plan P1 qui est le plan bisecteur du butadiène et qui est aussi le plan bisecteur de l'éthylène. Donc, comment est-ce que je fais un diagramme de corrélation des OM quand mes deux réactifs sont différents? Donc jusqu'à présent, on n'en avait pas fait. On avait toujours, puisqu'on l'a fait sur les réactions d'électrocyclisation, on n'avait toujours qu'un seul réactif, ou dans la réaction 2 plus 2, on avait les deux mêmes réactifs, puisqu'on avait pris deux molécules d'éthylène. Donc qu'est-ce que je dois faire dans un premier temps? Dans un premier temps, je dois considérer les orbitales de chacun de mes réactifs. Donc ici, le système pi comme d'habitude. Par contre, la différence par rapport au diagramme précédent, c'est qu'il va falloir que j'interclasse par énergie les orbitales de chacun des réactifs. Donc comment je peux faire ça pour les interclasser? Soit je me rappelle simplement des énergies Huckel de chacune de mes orbitales, soit je vais essayer de regarder par le nombre de recouvrements liants et antiliants que je vais avoir, qui vous permettra dans un premier temps d'avoir une petite idée de comment ça va fonctionner. D'accord? Donc si je me rappelle tout simplement de Huckel, puisqu'on l'a fait un certain nombre de fois, je me rends compte que l'orbitale la plus basse va être l'orbitale totalement liante que j'ai appelée Psi1 ici de ma molécule de butadiène, qui a une énergie de alpha plus 1,62 bêta. L'orbitale suivante du butadiène a une énergie de alpha
plus 0,62. Donc la première c'était 1,62, la deuxième c'est 0,62. Et je vous rappelle que l'énergie de l'éthylène c'est alpha plus bêta. Donc le alpha plus bêta vient se positionner entre les orbitales ψ1 et ψ2 de l'éthylène. Donc une fois que que je me rappelle de ces énergies, je peux placer énergétiquement de manière correcte chacune de mes orbitales. Donc ψ1 étant l'orbitale totalement liante du butadiène, Φ1 l'orbitale totalement liante de l'éthylène, ψ2 étant l'orbitale qui possède un léger recouvrement antiliant entre les carbones C2 et C3. Et ensuite, je vais avoir les orbitales symétriques, puisque l'intérêt de ces deux systèmes, c'est que les énergies des orbitales sont symétriques par rapport au zéro. Donc je vous ai mis les pointillés qui font le zéro. Et donc vous prenez la symétrie de ces orbitales qui vous donne ψ3 l'antiliante associée à ψ2, Φ2 l'antiliante associée à Φ1 et ψ4 l'antiliante qui est associée à Φ1. Donc cette fois-ci, je vous rappelle que c'est une réaction 4 plus 2. Donc dans une réaction 4 plus 2, qu'est-ce qui se passe? On va avoir création de deux liaisons sigma. Les deux liaisons sigma CC, donc là, sur le carbone 1 et le carbone 4 du butadiène avec les carbones C5 et C6 sur les éthylènes. Et je vais avoir relocalisation d'une liaison pi qui va venir se positionner entre les carbones C3 et C4 du butadiène. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire exactement la même chose que dans le cas précédent pour les orbitales sigma, savoir que je crée deux liaisons CC qui sont équivalentes. Donc comme elles sont dégénérées en énergie, je peux prendre une combinaison linéaire sigma 1 plus sigma 2 et sigma 1 moins sigma 2, d'accord, avec la légère W de dégénérescence dont on a parlé tout à l'heure, associée au faible recouvrement antiliant que je peux générer entre ces orbitales directionnelles. Ensuite, je vais avoir une orbitale pi qui est relocalisée, qui est l'orbitale entre C3 et C4. Donc, je ne connais pas les énergies de ces orbitales-là, mais je sais très bien que les orbitales sigma sont en général plus stables que les orbitales pi. Donc, c'est pour ça que je vous ai positionné les deux orbitales sigma 1 plus sigma 2 et sigma 1 moins sigma 2 plus basses en énergie que les orbitales pi du réactif. Par contre, quand j'ai relocalisé une double liaison, en relocalisant une double liaison, en uquel, elle a la même énergie que l'orbitale de l'éthylène. Donc, c'est pour ça que l'orbitale pi de votre produit est exactement à la même énergie que l'orbitale Φ1 de votre molécule d'éthylène. Ensuite, pareil, je fais les symétriques par rapport au zéro. Donc je place d'abord l'orbitale antiliante pi, qui a la même énergie que l'orbitale antiliante de l'éthylène, et ensuite les deux orbitales sigma étoile, sigma 1 étoile plus sigma 2 étoile et sigma 1 étoile moins sigma 2 étoile. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets mes électrons, 6 électrons, donc simplement 6 électrons à placer, donc toutes les orbitales qui ont une énergie négative, donc en dessous du zéro, seront occupées à la fois dans les réactifs et les produits, et je vais simplement maintenant regarder la symétrie par rapport à l'élément de symétrie que je considère, qui est l'élément P1. Donc je remarque que ψ1 est totalement symétrique, Φ1 est aussi totalement symétrique, Φ2 par contre va être antisymétrique puisque le carbone 1 et le carbone 4 du butadiène et le carbone 2 et le carbone 3 n'ont pas le même signe. Φ3 par contre cette fois-ci c'est exactement l'inverse, C1 et C4 ont le même signe et C2 et C3 ont le même signe, donc elle est symétrique. Φ2 est antisymétrique bien évidemment et Ψ4 va aussi être antisymétrique puisque j'ai des signes distincts opposés entre C1 et C4. Donc maintenant, si je fais la même chose sur la partie produit, je m'aperçois que sigma 1 plus sigma 2 va être symétrique, alors que sigma 1 moins sigma 2, puisque j'ai un changement de signe sur le sigma 2, va être antisymétrique. L'orbitale pi a la même symétrie que l'orbitale pi de l'éthylène, donc elle est symétrique. Et ensuite, je prends l'antiliante devient antisymétrique, sigma 1 plus sigma 2 reste symétrique, alors que sigma 1 moins sigma 2, bien évidemment, va aussi être antisymétrique. Donc une fois que j'ai mes symétries, je peux faire mon diagramme de corrélation en gardant bien en tête que je ne peux pas croiser les orbitales de même symétrie. Donc si je ne peux pas croiser les orbitales de même symétrie, ça signifie que ψ1 et Φ1 ne peuvent pas croiser leur ligne de corrélation. Donc ψ1 qui est la plus basse en énergie va corréler avec l'orbitale symétrique la plus basse en énergie, c'est-à-dire sigma 1 plus sigma 2, et donc Φ1 va corréler avec l'orbitale pi. De la même manière, Ψ2 va corréler avec l'orbitale sigma 1 moins sigma 2. Ψ3 va corréler, comme elle est symétrique, avec sigma étoile 1 plus sigma étoile 2. La pi étoile, Φ2 va corréler avec, Φ2 va corréler avec la pi étoile du cyclohexène.
et l'orbital ψ4 va corréler avec l'orbital sigma 1 moins sigma 2. Donc maintenant, si je regarde le diagramme et que je fais la différence avec le diagramme qu'on vient de voir sur la réaction 2 plus 2, donc je m'aperçois effectivement que j'ai des croisements de lignes de corrélation, mais ces croisements de lignes de corrélation ne font jamais intervenir des orbitales occupées et des orbitales virtuelles. C'est-à-dire que je n'ai croisement de lignes de corrélation que au niveau des orbitales occupées, ou alors croisement que au niveau des orbitales virtuelles. D'accord ? Donc ça, c'est exactement la même chose que ce que nous avions remarqué quand on avait fait les réactions de cyclisation. Et donc ça signifie que, puisque je n'ai que les orbitales occupées du réactif qui corrèle avec les orbitales occupées du produit, je vais avoir une réaction qui va être thermodynamiquement favorable, ce qui est en accord avec les règles de Woodward-Hoffmann, puisque la réaction 4 plus 2 est une réaction effectivement qui est une 4S plus 2S, c'est-à-dire en mode supra-supra. Donc simplement pour terminer, à partir de ce diagramme de corrélation des OM, on va redessiner le diagramme de corrélation des états. Donc pour le diagramme de corrélation des états, je vous rappelle la manière de fonctionner. Donc on va, pour le diagramme de corrélation des états, considérer l'état fondamental des réactifs et des produits. Ensuite, donc l'état fondamental réactif, l'état fondamental des produits. Donc ici, psi1 carré, phi1 carré, psi2 carré, et pour le produit, sigma 1 plus sigma 2 au carré, sigma 1 moins sigma 2 au carré, et pi carré. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on va considérer ? On va considérer l'état monoexcité, réactif et produit. Alors, je vous rappelle pourquoi on considère l'état monoexcité. C'est que l'état monoexcité pour les réactifs et pour les produits correspond à la possibilité d'avoir une réaction photochimique. D'accord ? C'est ce qu'on a vu juste avant quand on a fait la réaction 2 plus 2. D'accord ? Donc l'état monoexcité que je peux obtenir sur le réactif, c'est celui que je viens de vous montrer. Donc je fais une excitation de la HO vers la BV, c'est-à-dire de ψ2 vers ψ3, alors que l'état monoexcité sur les produits correspond à la monoexcitation de la pi vers la pi étoile. D'accord ? Le troisième état, je vous le rappelle, est un état qui va être juste utilisé de manière à faire la corrélation vers l'état qui manque par rapport à cet état fondamental ou cet état excité. Okay ? Donc maintenant, si je regarde l'état fondamental des réactifs, donc toutes les orbitales occupées sont ψ1, φ1 et ψ2. Donc on a vu dans le diagramme de corrélation des états que ces orbitales occupées corrélaient avec les orbitales occupées du produit, c'est-à-dire que les deux états fondamentaux vont corréler entre eux. Donc c'est pour ça que je trace une ligne de corrélation directe entre les états fondamentaux. Donc puisque mes états fondamentaux corrèlent l'un avec l'autre, donc j'ai bien une réaction qui est une réaction thermique, comme nous l'avons dit dans le cas de l'analyse du diagramme de corrélation des OM. Donc maintenant, si je prends les états monoexcités qui vont nous permettre de savoir si la réaction peut être permise par voie photochimique, si je regarde le premier état excité des réactifs, donc qui correspond à une excitation de ψ2 vers ψ3, d'accord, donc si je prends de ψ2 vers ψ3, je me rends compte que ψ2 corrèle avec l'orbital sigma 1 moins sigma 2 et ψ3 va corréler avec l'orbital sigma 1 étoile plus sigma 2 étoile. D'accord ? Donc si je fais maintenant un état monoexcité au niveau du réactif, je vais exciter l'orbital pi vers l'orbital pi étoile. D'accord ? Donc si je fais ça, je me rends bien compte que l'état monoexcité de mon réactif, ψ2 corrélant avec sigma 1 moins sigma 2, je me retrouve avec une orbitale possédant un électron qui doit corréler avec une orbitale possédant deux électrons. Donc ça, ce n'est pas bon. De la même manière, ψ3 qui possède un électron doit corréler avec sigma 1 étoile plus sigma 2 étoile qui ne possède pas d'électron, puisque même dans l'état monoexcité, je n'excite que de pi vers pi étoile. D'accord ? De la même manière, si je prends l'état monoexcité du produit, avec excitation de pi vers pi étoile, la pi qui corrèle avec φ1 possède un électron alors que φ1 possède deux électrons, donc ça c'est pas bon, et la pi étoile corrèle avec φ2, pi étoile va contenir un électron, et φ2 ne possédera pas d'électron, donc je n'ai bien effectivement pas mes premiers états excités HOBV qui vont corréler l'un avec l'autre. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il va falloir que je complète mon diagramme en rajoutant les états où je vais impliquer les excitations qui vont me permettre de faire la corrélation avec le premier état excité. Donc si je prends maintenant
au niveau de l'état mono-excité de mon réactif. Donc comme je vous l'ai dit, on excite de Φ2 vers Φ3. Donc si j'excite de Φ2 vers Φ3, je vais avoir un électron d'un Φ2, un électron d'un Φ3. Il faut que dans mon réactif, les orbitales qui corrèlent avec ces deux orbitales possèdent un électron. Donc pour qu'elles possèdent un électron, il va falloir que j'excite un électron de l'orbitale σ1 moins σ2, qui est l'orbitale de corrélation de Φ2, vers l'orbitale σ1 étoile plus σ2 étoile, qui est l'orbitale de corrélation de Φ3. Et donc c'est l'état mono-excité que je fais apparaître ici sur la droite. D'accord, où on a bien une excitation de σ1 vers σ2 vers σ1 étoile plus σ2 étoile, le reste restant inchangé. Maintenant, si je prends l'état mono-excité, donc HOBV de mon produit, j'ai une excitation de la pi vers la pi étoile, donc je vais faire de la même manière, correspondre sur la partie réactive l'état mono-excité qui va correspondre à un électron dans l'orbitale de corrélation de la pi, c'est-à-dire l'orbitale Φ1, et un électron dans l'orbitale de corrélation de pi étoile, c'est-à-dire l'orbitale Φ2. Donc pour ce faire, ça m'impose de réaliser une excitation de l'orbitale Φ1 vers l'orbitale Φ2. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, je vais regarder la symétrie de mes états. Donc je vous rappelle rapidement que les orbitales, quand elles sont doublement occupées, sont forcément symétriques, puisque c'est une règle des signes, simplement, symétrique fois symétrique fait symétrique, antisymétrique fois antisymétrique va aussi faire symétrique. Donc si toutes vos orbitales sont doublement occupées, quelle que soit leur symétrie, la symétrie de l'état final sera symétrique. Donc comme dans l'état fondamental de réactifs et des produits, toutes les orbitales sont doublement occupées, je n'ai que des états symétriques, donc ils vont bien corréler par symétrie ensemble. Maintenant, si je prends les états mono-excités, donc là effectivement ça va changer, puisque dans mes excitations que je fais intervenir, je vais soit exciter une orbitale antisymétrique vers une orbitale symétrique, ou inversement une orbitale symétrique vers une orbitale antisymétrique. Donc à partir du moment où toutes mes orbitales ne sont pas doublement occupées, les doublement occupés me donneront toujours un état symétrique, et donc il me reste simplement à regarder la symétrie qui provient de la résultante de l'excitation d'un électron de mon orbitale vers l'orbitale virtuelle. Donc comme j'ai un changement de symétrie, ça va me donner systématiquement symétrique fois antisymétrique, c'est-à-dire un état antisymétrique. Donc mes 4 états mono-excités sont antisymétriques. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux tracer le diagramme des états que vous avez ici en bas. Je vous rappelle que l'on ne peut pas croiser des lignes de corrélation qui relieraient des états de même symétrie. Donc ici, bien que mes premiers états excités ne corrèlent pas directement entre eux, ils ne peuvent pas croiser. Et donc s'ils ne peuvent pas croiser, je vous rappelle qu'on va créer ce que l'on appelle un croisement évité. Et ce croisement évité vous fait apparaître une barrière d'activation dans votre diagramme qui signifie finalement que votre réaction va être une réaction qui va être interdite thermiquement. Qui va être interdite dans ce cas-là photochimiquement, puisque je fais intervenir les états mono-excités. Voilà, donc grâce à tout ça, donc on a repris les diagrammes de corrélation des états et les diagrammes de corrélation des OM. Donc on a pu vérifier les règles de Woodward-Hoffmann. Alors bien évidemment, on ne l'a pas fait dans tous les cas, on l'a fait sur 2 exemples qui sont 2 exemples simples, comme on a vu au premier semestre, avec des approches de type supra-supra. Très bien. Donc maintenant nous allons changer un petit peu de réaction, nous allons passer à un nouveau chapitre. Donc jusqu'à présent ce que nous avons fait, c'est que systématiquement nous avons transformé un système pi en un autre système, on va dire pi en général, c'est-à-dire que soit on faisait une réaction d'électrocyclisation, c'est-à-dire qu'on transformait le système pi, où on crée une liaison sigma et on relocalisait les électrons pi, soit on faisait réagir 2 systèmes pi entre eux pour de la même manière créer 2 liaisons sigma et relocaliser un système pi. Donc là on va s'intéresser dans ce dernier chapitre qui va traiter des transpositions sigmatropiques à un autre type de réaction. On va rester sur des systèmes pi, mais cette fois-ci on ne va pas chercher à faire réagir les systèmes pi entre eux, on va essayer de faire migrer
des substituants, c'est-à-dire on va essayer de casser des liaisons sigma et de faire bouger des liaisons sigma le long d'un squelette, le long d'un squelette pi, d'un squelette insaturé dans ce cas-là. Voilà, donc, alors oubliez cette partie-là, chapitre 7, c'est quand j'avais un peu plus de temps qu'on pouvait faire un peu plus de chapitres, donc pour nous ça va être le 5e chapitre, je pense, sur les transpositions sigmatropiques. Alors, comme d'habitude, dans un premier temps, je vais vous donner quelques mots d'introduction sur les transpositions sigmatropiques ou les réactions sigmatropiques. Donc, qu'est-ce qu'une réaction sigmatropique? Donc déjà, une réaction sigmatropique, comme les réactions électrocycliques, c'est une réaction concertée. D'accord? Donc vous avez bien compris que de toute façon, si on veut pouvoir s'intéresser aux orbitales et au contrôle orbitalaire, il nous faut une réaction concertée. D'accord? Donc là, je vous demande de me croire, c'est une réaction concertée, et comme je vous le disais en préambule de commencer ce chapitre, cette réaction concertée va impliquer la migration ou le mouvement d'une liaison sigma. D'accord? Donc en fait, le principe de cette réaction, comme on a vu précédemment avec les créations de liaisons sigma et les relocalisations de système pi, le principe d'une réaction sigmatropique, ça va être la réorganisation concertée des électrons pi de votre système au cours de laquelle un groupement qui, à la différence de ce qu'on a vu jusqu'à présent, va être lui relié au système pi par une liaison sigma, va migrer, et elle ne va pas migrer n'importe comment, il va migrer d'une extrémité à l'autre du système pi. D'accord? Donc si je prends quelques exemples, par exemple, la transposition de Cope. La transposition de Cope, vous avez le dessin ici. Donc si maintenant je dois regarder les systèmes pi que vous avez à l'intérieur de cette molécule. Donc cette molécule qui est une molécule de hexadiène. Donc dans votre molécule de hexadiène, vous vous rendez compte que les deux systèmes pi ne sont pas conjugués. D'accord? Donc vous avez une double liaison localisée à une extrémité et vous avez une autre double liaison localisée à l'autre extrémité de votre hexadiène. D'accord? Donc c'est le 1,5 hexadiène. Donc si vous regardez la transposition de Cope, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que cette liaison ici, sigma, qui relie le carbone 3 au carbone 4, va migrer et va aller relier le carbone 1 avec le carbone 6. D'accord? Donc au cours de cette migration, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que les deux liaisons pi qui étaient localisées entre 1 et 2 et entre 5 et 6 vont se relocaliser entre 2 et 3 et entre 4 et 5. D'accord? Donc on a bien fait formellement migrer, c'est-à-dire qu'on a cassé une liaison sigma entre les deux systèmes pi, puisque le système pi le plus long est un système qui est formé de 2 carbones dans ce cas-là. Donc on a bien cassé une liaison pour la relocaliser à l'autre extrémité de notre molécule. Et ce faisant, on a relocalisé notre système pi, donc chacune de nos deux orbitales pi, sur l'autre extrémité de notre molécule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transposition de Cope. De la même manière, il existe une autre transposition très connue, qui est la transposition de Claisen. Donc la transposition de Claisen ressemble à une transposition de Cope. Quelle est la seule différence que vous avez? C'est que dans la transposition de Claisen, vous avez la présence d'un hétéroélément. Donc cette fois-ci, c'est l'oxygène. Donc vous voyez qu'on casse la liaison sigma que vous avez entre l'oxygène et le carbone, et on va relocaliser la liaison sigma entre les deux carbones. À part cette petite différence, vous vous rendez bien compte que c'est exactement la même chose qu'une transposition de Cope, à savoir que nous avons bien notre système pi qui est localisé au départ entre les carbones 1 et 2 et les carbones 5 et 6, et qui à la fin va se retrouver localisé finalement entre le carbone 2 et l'oxygène 3, et le carbone 4 et le carbone 5, avec création de la liaison entre les carbones 1 et 6. De manière plus générale, donc je vous montre par exemple une autre type de transposition, la transposition qu'on va appeler 1,5. Donc on va revenir un petit peu sur la nomenclature à la fin. Donc quelle est la différence par rapport à ce qu'on avait précédemment sur les deux transpositions de Cope et de Claisen?
Cette fois-ci, vous avez un système pi qui va être conjugué. Donc par exemple, ici, vous avez un dérivé du butadiène. Et vous avez un substituant qui au départ est en position 1 et qui va migrer à l'autre extrémité de ma molécule, c'est-à-dire en position 5. Et la migration de 1 à 5 va induire, alors formellement, puisque je vous rappelle que c'est un système qui est délocalisé, donc il n'y a pas de double liaison qui soit véritablement localisée, mais si je prends une écriture localisée de mes doubles liaisons, elle se relocaliserait entre 1 et 2 et entre 3 et 4. D'accord? Ou inversement, pardon, elle va se relocaliser entre 2 et 3 et entre 4 et 5. Alors, donc ceci vous explique rapidement ce qu'est une transposition sigmatropique. Donc vous voyez tout de suite que c'est relativement différent de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc on a bien effectivement des créations de liaisons sigma, on a bien des relocalisations de système pi, sauf que à la différence de ce qu'on a fait quand on a fait l'électrocyclisation et la cycloaddition, nous n'avons pas de diminution du nombre d'électrons pi. Et nous n'avons qu'une liaison sigma qui se crée pour une liaison sigma qui va se casser, le nombre d'électrons pi restant inchangé. Alors, donc on va commencer, une fois qu'on a vu ça, on va se donner un petit peu quelques éléments de définition et de nomenclature de transposition, comme on a fait dans tous les autres chapitres. Donc là, ce qui va être relativement intéressant, c'est que la nomenclature de transposition sigmatropique, elle va être relativement simple, puisque elle va simplement impliquer deux chiffres, et ces deux chiffres vont définir le mouvement à la fois des liaisons doubles et des liaisons simples. D'accord? Donc, vous vous rendez bien compte que si je dis de quel endroit à quel endroit va migrer ma liaison sigma, ça va impliquer la relocalisation immédiate de mes doubles liaisons, et donc ça va me permettre de savoir exactement ce qui se passe. Donc, on a vu un exemple précédemment sur les transpositions de type 1,5. Donc, le premier type de transposition classique, ça va être la transposition de type 1J. Donc la transposition de type 1J signifie en fait que le substituant qui est initialement attaché au carbone, c'est-à-dire en position 1 sur ma chaîne carbonée, il va se déplacer sur le carbone J. D'accord? Donc là, il y a un point qui est relativement important. C'est que la transposition de type 1J n'impose pas que le carbone J soit le dernier carbone de mon système. D'accord? Donc ça, c'est relativement important. Donc par exemple, ici, si vous prenez le dessin que je vous ai donné pour une transposition 1J, donc la transposition 1J, si je numérote mes atomes et je considère que l'atome J est le dernier atome, ce sera effectivement une migration de mon groupement R du premier carbone vers le dernier carbone. Ceci étant, je pourrais très bien faire d'autres types de transpositions en faisant intervenir soit le carbone 3, soit le carbone 5, soit le carbone 7, etc., etc. Mais dans tous les cas, ça va toujours faire intervenir un numéro J qui va être un numéro impair. Alors pourquoi est-ce que ça va faire intervenir un numéro impair? Tout simplement parce que vous avez un système qui est un système totalement délocalisé. Donc si vous avez un système conjugué totalement délocalisé, le nombre d'atomes de carbone que vous devez avoir dans le système délocalisé doit être un nombre pair de carbone. Donc je vais avoir un carbone supplémentaire qui va posséder le substituant, et donc si mon carbone supplémentaire possédant le substituant est rajouté, ça me donne un nombre total impair de carbone, et donc je vais aller sur forcément le déplacement sur un dernier atome de carbone qui va posséder un nombre impair, puisque j'ai rajouté un carbone hors de mon système délocalisé. Voilà, donc par exemple, je vous montre ici un cas 1,3. Donc, juste une chose, donc je vous ai dit effectivement qu'on peut faire une migration sur n'importe quelle position, tant qu'elle est impaire, 1, 3, 5, etc. Pardon. Donc nous, pour simplifier ici dans ce cours-là, je vais systématiquement et uniquement vous faire considérer les migrations d'un bout à l'autre
de ma chaîne. D'accord? Donc c'est-à-dire que quand je vais faire une transposition de type 1,3, ça veut dire que je n'ai que 3 atomes de carbone dans ma chaîne carbonée. Une transposition 1,5, je n'aurai que 5 atomes de carbone dans ma chaîne carbonée. D'accord? Donc là, par exemple, je vous donne deux exemples de transposition 1,3 et de transposition 1,5. Donc la première transposition 1,3, pardon, c'est sur un dérivé du propène. Donc sur le dérivé du propène, je vais avoir mon substituant R qui est en position 1, qui va se retrouver en position 3 avec relocalisation de la double liaison entre 1 et 2. Et ensuite une transposition 1,5 qui est la même que celle que je vous avais donné en exemple, où je vais avoir un dérivé du butadiène, où je vais faire migrer mon groupement R du groupement 1 au carbone numéro 5 avec relocalisation entre guillemets de votre système pi. Très bien. Donc quel est le deuxième type de transposition qu'on va pouvoir faire? Vous voyez bien que quand je vous ai parlé dans l'introduction des transpositions de type Claisen ou de type COP, on n'était pas sur la migration de un substituant du début à la fin de ma chaîne, mais j'avais plus la rupture d'une liaison sigma qui faisait l'interface entre deux systèmes pi pour venir la relocaliser à l'autre bout pour refaire une nouvelle interface ou une nouvelle liaison entre deux systèmes pi. D'accord? Donc ça c'est le deuxième type de transposition que vous avez, qui va correspondre aux transpositions de Claisen ou de COP, qu'on va appeler des transpositions de type IJ. Donc la transposition de type IJ, elle va faire intervenir donc la migration, toujours pareil, d'un bout de la chaîne à l'autre bout de la chaîne. D'accord? Sauf que cette liaison sigma, en fait, va être la liaison qui coupe la délocalisation de vos systèmes pi entre une partie de votre chaîne et l'autre partie de votre chaîne. Je m'explique. Donc si vous prenez par exemple le diagramme et l'exemple que je vous indique ici. Donc je vais avoir deux systèmes pi, un système pi en haut, un système pi en bas, qui va être relié par une liaison sigma entre les carbones 1 et 1'. D'accord? Donc le système formé par les numéros non primes, on va dire, c'est-à-dire de 1 jusqu'à i. 1 ne participe pas au système pi, par contre 2, 3, 4 jusqu'à i participent au système prime, au système pi, pardon. Alors que dans la partie prime, 1' ne participe pas au système pi, et par contre de 2' jusqu'à j, ou j' si vous voulez, ou i', peu importe, on va avoir participation au système pi. Donc on a un système pi qui est potentiellement délocalisé, donc qui va être délocalisé entre 2 et i, et qui va être délocalisé entre 2' et j, sachant que puisque j'ai une liaison sigma entre 1 et 1', je ne peux pas avoir délocalisation et de communication entre ces deux systèmes pi. Donc une fois que je pars de ce système-là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais rompre la liaison sigma 1', celle qui bloque la délocalisation entre les deux systèmes, et je vais la faire migrer à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire entre les atomes I et J. D'accord? Donc j'ai bien une transposition qui fait passer donc pour le premier système pi en haut de 1 à I, et pour le deuxième système pi en bas de 1' jusqu'à J. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, cette transposition, une transposition IJ. Elle vous indique, I et J, vous indique uniquement les positions des atomes de carbone qui vont faire intervenir la nouvelle liaison sigma que vous avez créée au cours de votre processus de transposition. D'accord? Donc là, de la même manière que pour une transposition de type 1J, comme on a vu précédemment, si je fais le bilan des liaisons, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que je n'ai strictement rien perdu. Je n'ai strictement créé qu'une liaison sigma en remplacement d'une liaison sigma, et j'ai relocalisé un système pi sur les mêmes bases de nombre d'électrons que le système pi initial. D'accord? Donc on va avoir par exemple, donc maintenant si je reprends les exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple la transposition de COP, et que j'utilise la même numérotation que dans la transposition IJ,
Donc vous voyez que je vais avoir deux systèmes pi, alors qui ne sont pas délocalisés puisque c'est des systèmes à 3 carbones. Donc j'ai deux systèmes pi, le système entre 2 et 3 et le système entre 2' et 3' qui sont reliés par une liaison sigma entre 1 et 1'. Donc du coup, si j'applique la nomenclature dont je viens de vous parler, dans ma transposition de COP, je casse la liaison 1' pour créer la liaison 3', donc je vais avoir une transposition de type 3'. Donc maintenant, je vous montre aussi en termes de flèches, comme on les utilise en orga, même si vous savez que je ne suis pas un grand fan de ces flèches-là, mais on peut assez facilement expliquer ce qui se passe. Donc vous avez bien le système pi entre 2 et 3 qui va se relocaliser entre 1 et 2 au moment où je casse la liaison entre 1 et 1', de manière à créer la liaison entre 3 et 3'. D'accord? Donc vous avez bien relocalisation de votre système pi entre 1 et 2 et entre 1' et 2' avec la liaison sigma entre 3 et 3'. D'accord? Donc vous remarquez bien qu'on a bien conservé le nombre d'électrons pi, on a bien conservé le nombre d'électrons sigma. D'accord? De la même manière, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, la transposition de Claisen est une transposition de COP, sauf que effectivement, je fais intervenir un hétéroélément, c'est-à-dire l'oxygène dans ce cas. Donc, si la transposition de COP est une transposition de type 3,3, la transposition de Claisen est aussi une transposition de type 3,3, et je vous le montre ici sur le dessin. Alors, attention, il ne faut pas faire pas de confusion. Quand on fait une transposition de type IJ, rien n'impose que les deux systèmes pi soient de même longueur. D'accord? Donc effectivement, dans COP et Claisen, ou dans l'exemple que je vous ai dessiné en haut, on peut avoir l'impression que les deux systèmes pi doivent avoir le même nombre d'atomes de carbone. Ce n'est pas forcément le cas, et donc je vous montre par exemple ici un cas d'une transposition 3,5. Donc une transposition 3,5, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le système hexadienne de COP et sur la position 3', j'ai rajouté en fait un système pi délocalisé, donc c'est-à-dire qu'en bas j'aurai l'équivalent d'un butadiène si vous voulez, alors qu'en haut j'ai l'équivalent d'un éthylène. Donc il se retrouve du coup que le système pi du haut possède que 2 électrons, alors que le système pi du bas va posséder 4 électrons pi qui vont être délocalisés. D'accord? Donc ça c'est un point qui est relativement important. Quand vous faites une transposition de type IJ, et ce sera la même chose quand vous ferez une transposition de type 1J, on va systématiquement avoir un système qui va être soit non délocalisé, c'est le cas si vous avez une seule double liaison et 2 électrons, mais dès que vous allez avoir plus que 2 électrons pi, votre système va forcément être un système conjugué et un système délocalisé. D'accord? Donc maintenant, si vous faites une transposition 3,5, donc dans tous les cas, vous remarquez qu'on va recréer la liaison 1', sigma entre les deux systèmes pi, on va aller la recréer à l'autre bout de nos deux chaînes, et l'autre bout de nos deux chaînes sont effectivement pas les mêmes pour mes deux systèmes pi. Ce sera la position 3 pour le système pi du haut et la position 5' pour le système pi du bas. Donc je vais créer une liaison entre 3 et 5' et relocaliser mes doubles liaisons. Très bien. Donc, maintenant vous avez compris un petit peu ce qu'est une transposition sigmatropique. On a un petit peu discuté rapidement de la nomenclature. Donc vous voyez que cette nomenclature est relativement simple. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment ces réactions et ce qui va contrôler comment ces réactions se produisent, et ce qui va contrôler en fait ces réactions-là. Donc ça va être un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, on avait systématiquement un système pi qui se transformait, on n'avait pas véritablement de sigma dans les réactifs, on avait juste apparition de liaison sigma dans le produit. Donc là, cette fois-ci, on a une grande différence, c'est que maintenant, nous avons une liaison sigma qui va se transformer au niveau de nos réactifs. D'accord? Donc, on va faire la théorie dans une troisième partie, on va s'intéresser à la théorie orbitalaire de ces transpositions et les règles de sélection qui sont associées à ces transpositions. Alors, comment on va faire? Dans un premier temps, on va simplement s'intéresser, on va essayer de séparer entre une transposition 1J et une transposition IJ, et on va essayer de les tracer séparément, et dans un second temps, on essaiera de voir si on peut faire des correspondances entre
entre ces deux types de transposition. Alors, on va commencer par la transposition 1J, puisque dans la transposition 1J, on a vraiment quelque chose qui migre. D'accord? Alors que dans la transposition IJ, on a l'impression qu'on n'a pas véritablement un groupement qui migre, on a juste rupture et création d'une liaison sigma. Alors, dans une première partie, la transposition IJ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour modéliser cette transposition sigmatropique? On va tout simplement considérer que l'on peut séparer notre molécule en deux fragments. D'accord? Donc, comme d'habitude, vous savez bien qu'on aime bien revenir aux fragments dès que possible. Mais la grande différence par rapport à d'habitude, c'est que d'habitude, on aime bien que nos fragments soient à couche fermée. C'est-à-dire que toutes les orbitales sont doublement occupées, ou alors vous avez les orbitales qui sont vides, et en général, on se débrouille pour que vous ayez des systèmes à couche fermée. Là, on va faire différemment par rapport à d'habitude, c'est que cette fois-ci, on va imposer que nos deux fragments ne soient pas à couche fermée, mais que ces deux fragments soient des radicaux. Et on ne va pas découper de manière radicalaire n'importe comment. On va considérer que le premier fragment radicalaire, ça va être le groupe qui va migrer. D'accord? Donc si je reprends par exemple le haut de la page, là, l'exemple de la transposition 1,3, donc dans cette transposition 1,3, on va considérer que je casse la liaison sigma entre 1 et R. D'accord? Donc je vais créer un radical qui va être le radical R'. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand je casse ma liaison sigma d'un point de vue radicalaire, je vais laisser un électron sur la chaîne carbonée. Donc typiquement ici, sur la partie du haut, je vais laisser un électron sur le carbone 1. D'accord? Donc maintenant, si je rajoute un électron sur le carbone 1 et que je regarde le fragment que j'ai généré, donc le fragment 1, 2, 3, c'est une double liaison plus un électron supplémentaire sur le carbone 1. Cet électron supplémentaire sur le carbone 1 va se positionner dans une orbitale qui va être de type pi, c'est-à-dire que cet électron va pouvoir participer à la délocalisation. Donc j'ai recréé un nouveau système polyen, si vous voulez, qui va être un système radicalaire, c'est vrai, mais qui dans ce cas-là va être un allyle. Donc je vais commencer à induire une délocalisation et une conjugaison de mes électrons pi dans la chaîne carbonée. D'accord? Donc il en va de même si je prends la 1,5, je casse la liaison entre 1 et R, je rajoute un électron, du coup, d'un point de vue radicalaire sur le carbone 1, ça veut dire que mon carbone 1 va pouvoir participer à la délocalisation avec mon butadiène à côté, et donc je vais créer un système qui va être un hexaène, un hexaényle, d'accord, où les 5 électrons, cette fois-ci, je vais avoir 5 électrons pi qui vont pouvoir participer à la délocalisation. D'accord? Donc il y a un point très important sur lequel j'attire votre attention, et je l'ai bien écrit ici. Attention, cette découpe qu'on réalise, c'est purement formel, d'accord? Ça n'a pas, c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la réalité. La migration n'est pas une migration radicalaire. D'accord? Si c'était une migration radicalaire, je vous rappelle, la réaction ne serait pas concertée, et donc la réaction ne pourrait pas être étudiée d'un point de vue orbitalaire simplement. Par contre, c'est un modèle qu'on va utiliser pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes de migration qu'on va pouvoir avoir. D'accord? Donc, maintenant, quel va être le cas le plus simple à étudier si je veux faire une migration d'un groupement du début jusqu'à la fin de ma chaîne carbonée? Le plus simple des groupements chimiques que je peux faire migrer, ça va être l'atome d'hydrogène. D'accord? Donc vous allez me dire, ouais, on ne fait pas grand-chose, on transfère un atome d'hydrogène d'un bout à l'autre, donc grosso modo, on transforme un CH3 en CH3, ce qui n'a que peu d'intérêt. Effectivement, vous avez raison, c'est pas le genre de réaction qui est le plus intéressant d'un point de vue chimique. Par contre, pour comprendre le concept de la théorie orbitalaire de transposition, c'est certainement celui qui est le plus simple, puisque dans l'atome d'hydrogène, vous savez tous qu'on n'a qu'une seule orbitale qui est accessible, qui est l'orbitale 1s, et donc si je mets un électron sur mon fragment qui va migrer, je sais exactement dans quelle orbitale il va venir se positionner. D'accord? Donc on va s'intéresser à la migration d'un atome d'hydrogène qu'on va faire migrer
comme je vous le disais, d'une position 1 à une position J. D'accord? Donc on va découper, comme je vous le disais, notre molécule en deux fragments radicaux, et on va regarder les interactions qu'on va avoir possibles entre les fragments qu'on a obtenus. D'accord? Donc c'est ce que je vous montre ici sur le schéma du haut. Donc voici notre molécule de départ. Donc on a bien notre hydrogène qui est lié par une liaison sigma au carbone 1, et je vais vouloir le faire migrer sur l'autre bout de la chaîne. Donc de 2 à J, j'ai un polyène conjugué. D'accord? Et donc je fais le découpage radicalaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je casse cette liaison sigma, je mets un électron sur mon atome d'hydrogène, et donc je vais créer deux fragments. Un fragment H', et un fragment qui va être mon polyène complètement conjugué, où mes électrons vont pouvoir se délocaliser du carbone 1 au carbone J. D'accord? Donc en créant ce découpage, je crée un polyène totalement délocalisé, totalement conjugué entre 1 et J, alors que je vous rappelle qu'au départ, mon polyène n'était conjugué qu'entre les atomes 2 et les atomes J. Alors, maintenant que j'ai mes deux fragments, quelles sont les interactions qu'il va falloir que j'étudie préférentiellement? Bon, là, il va falloir réfléchir d'une manière un petit peu différente par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, puisque, comme je vous le disais, jusqu'à présent, on faisait toujours des interactions entre des systèmes qui étaient à couche fermée. Donc on avait les interactions HO-HO, donc c'est-à-dire à 4 électrons qui étaient déstabilisantes, et on avait les interactions HO-BV, 2 électrons qui étaient stabilisantes. Donc cette fois-ci, nous avons quelque chose qui est différent, dans le sens où notre HO va être simplement occupé sur chacun des deux fragments. D'accord? Donc ça signifie quoi? Ça signifie que je vais pouvoir faire pas mal d'interactions. Donc soit je vais faire des interactions qui vont faire intervenir autre chose que le HO des deux systèmes. D'accord? Donc la HO-1 par exemple, et la BV de mon système. Donc là j'aurai des interactions qui vont être des interactions à deux électrons, ou si je fais des interactions HO-HO qui vont être des interactions à 4 électrons, ou alors je vais avoir une interaction spécifique qui va être associée au fait que j'ai un système radicalaire. Donc cette interaction spécifique, c'est celle que je vous montre ici sur ce diagramme, ça va être l'interaction entre ces deux électrons célibataires. D'accord? Donc je vous rappelle, en général, quand on fait une réaction radicalaire, même si j'insiste, ce n'est que purement formel, ce n'est pas une vraie réaction radicalaire, mais on retrouve quand même des concepts qu'on voit quand on fait des réactions radicalaires en orga. En général, comment une réaction radicalaire va-t-elle s'arrêter quand je fais de la chimie orga? En général, elle va s'arrêter par le fait que mon radical va récupérer un radical ailleurs pour créer une molécule qui va devenir une molécule saturée, c'est-à-dire où je n'aurai plus cet aspect radical qui va permettre de poursuivre la réaction. D'accord? Donc en général, on peut avoir par exemple deux radicaux qui vont se recombiner entre eux. Et pourquoi en fait cette réaction-là est une réaction qui est parasite quand je fais une réaction radicalaire? Tout simplement parce que deux systèmes qui possèdent un électron célibataire ne sont pas particulièrement stables, et si je les recombine, je crée une liaison sigma entre ces deux qui va se retrouver stabilisée en énergie et va stabiliser les deux électrons que je vous avais au départ. Ok? Donc, à la différence de ce qu'on avait vu précédemment, et c'est pour ce qui explique la légende que je vous ai mis ici sur mon petit dessin, c'est que habituellement on considère qu'une interaction donneur-accepteur, c'est-à-dire une interaction à deux électrons, entre une orbitale doublement occupée et une orbitale vacante, une orbitale vide, est une interaction forte. Mais quand vous avez une réaction radicalaire, cette interaction va être plus faible que l'interaction qui va pouvoir faire réagir les deux électrons célibataires l'un avec l'autre. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dessiné et je vous ai indiqué sur mon diagramme que les interactions en pointillés, c'est-à-dire les interactions à deux électrons ou l'interaction à un électron, puisque ça c'est une interaction qui pourrait être possible aussi, entre une orbitale vide et un électron célibataire, sont des interactions qui sont faibles, alors que l'interaction entre les deux radicaux est une interaction qui est forte. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous?
Ben, ça veut dire que si je m'intéresse à la migration, et à partir du moment où j'ai fait un découpage radicalaire pour ma réaction de migration, ce qui va être important de se poser comme question, c'est comment puis-je faire pour maximiser l'interaction entre la HO du groupe migrant et la HO du polyényle, que j'ai généré lors de la création de mon radical. D'accord ? Donc, si je résume et que j'essaie de simplifier tout ce que je viens de vous dire, on va grosso modo oublier ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à maximiser les interactions entre une orbitale doublement occupée et une orbitale virtuelle. On va chercher à maximiser l'interaction entre les deux orbitales qui sont simplement occupées, qui, dans un système radicalaire, vont être les deux HO de vos groupes, donc le groupe migrant et le groupe polyényle. Très bien. Alors, du coup, vous comprenez pourquoi c'est simple de commencer par l'atome d'hydrogène. Donc, si je fais migrer un atome d'hydrogène, on se rend compte que la seule orbitale que j'ai accessible est une orbitale 1s. Donc, du coup, je vais positionner un électron dans cette orbitale 1s. Je connais aussi son énergie, etc. Mais bon, à la limite, ça, c'est pas forcément le propos ici. Par contre, ce qu'il faut que je connaisse, c'est quelle va être la HO de mon polyényle que j'ai généré, qui est un polyényle qui va posséder J atomes. D'accord ? Puisqu'on va avoir un polyène conjugué qui va aller du carbone 1 jusqu'au carbone J. Donc là, je vous rappelle une chose qu'on a vu rapidement dans les cours précédents. On en a pas mal parlé quand on a fait les électrocyclisations. C'est la formule de Coulson. La formule de Coulson vous dit que suivant le nombre d'atomes de carbone que vous allez avoir, vous allez pouvoir connaître assez facilement, sans forcément la calculer, le signe en fait des lobes que vous avez sur le carbone 1 et le carbone J. Pourquoi ? Ben, tout simplement, si vous aviez une interaction entre le carbone 1 et l'hydrogène qui était favorable, on veut chercher à faire la même interaction entre le carbone 1, entre l'hydrogène et le carbone J. D'accord ? Donc la règle de Coulson vous dit qu'un polyène qui va contenir un nombre d'atomes J qui est de type 4n-1, ou alors 4n plus 1, si je rajoute 2 électrons, sa HO va être symétrique. D'accord ? Donc, si sa HO va être symétrique, c'est l'exemple que je vous donne ici. Donc, si elle est symétrique, je vous rappelle ce qu'on avait fait dans le cas, par exemple, de l'éthylène et du butadiène. Si elle est symétrique, ça signifie que carbone 1 et carbone J sont de même signe. D'accord ? Par contre, si je suis en 4n plus 1, ça va être symétrique. Si je suis en 4n moins 1, ça va être antisymétrique. C'est-à-dire que le carbone 1 et carbone J vont avoir des signes qui vont être différents. Alors, en quoi ça c'est important ? Ben, c'est important tout simplement parce que si j'ai le même signe entre carbone 1 et carbone J, et que je considère mon interaction avec mon atome d'hydrogène, si mon atome d'hydrogène, qui est une orbitale sphérique, se recouvre de manière favorable avec le carbone 1, ça signifie que si je veux avoir la même interaction avec le carbone J, la migration de mon hydrogène va devoir se faire du même côté du plan formé par mon polyényle. D'accord ? Puisque, par exemple, ici j'ai un lobe blanc en bas, ici j'ai un lobe blanc en bas sur le carbone J. Donc si mon hydrogène interagissait en bas avec le carbone 1, il doit interagir en bas avec le carbone J. A l'inverse, si C1 et Cj sont de signes opposés, mais si j'ai une interaction avec le carbone, avec le lobe blanc ici en bas sur le carbone 1, il faudra que par contre, cette fois-ci, mon hydrogène vienne interagir avec le lobe blanc sur le carbone J, c'est-à-dire de l'autre côté du plan formé par mon polyényle. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a considéré ce que je vous indique ici, que dans un premier temps,
Si l'interaction est favorable, ça signifie que les lobes sont de même signe, puisque j'ai un recouvrement liant, et c'est pour ça que je peux faire la différenciation entre les deux côtés du plan de mon polyène. Et du coup, je me rends compte que suivant le nombre d'atomes de carbone que je vais avoir, donc si j'en ai 4n-1, ou si j'en ai 4n plus 1, c'est-à-dire que j'ai rajouté 2 atomes de carbone, donc la différence que j'ai entre l'éthylène et le butadiène, où dans l'éthylène, la HO est symétrique, alors que dans le butadiène, la HO est antisymétrique. D'accord? Donc ici, je vous montre les deux possibilités de migration. Donc si je maintiens le signe de mon interaction, donc quand je suis à 4n plus 1, puisque C1 et CJ sont de même signe, la migration va se faire au-dessus. Donc si elle va se faire au-dessus, ben, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la liaison carbone-hydrogène au départ et à l'arrivée sont du même côté du plan formé par le polyène. Donc en utilisant la même notation que pour les réactions de cycloaddition, on va parler d'une migration suprafaciale. À l'inverse, si j'ai un changement de signe entre C1 et CJ, mon hydrogène va devoir passer en dessous, et donc la liaison initiale était d'un côté du plan et la liaison finale étant de l'autre côté du plan. On va parler d'une migration antarafaciale. D'accord? Et donc ça me permet de résumer avant de faire une petite pause avant de passer aux transpositions de type 1J. Les migrations de la manière suivante. Donc là j'ai fait avec l'atome d'hydrogène. Simplement on peut faire la même chose avec un groupement R qui possède une orbitale P. Sauf que cette fois-ci, quand ça possède une orbitale P, je vais rajouter une deuxième symétrie, puisque l'orbitale P possède un lobe positif et un lobe négatif. Donc je vais devoir aussi définir par rapport au groupement migrant, est-ce que mon groupement migrant va faire la liaison du même côté du plan ou va faire la liaison de l'autre côté. Donc par exemple ici dans le cas A, vous êtes bien supra par rapport au polyényle puisque vous avez bien le lobe qui reste du même côté, et vous êtes aussi supra par rapport au groupement migrant puisque vous apercevez que le lobe fait la liaison du même côté du plan. Par contre, je pourrais aussi imaginer faire de l'antara-antara. Donc antara-antara serait quoi? J'aurais migration du haut vers le bas, avec pour mon groupement migrant aussi changement de signe, donc changement du côté de l'orbitale qui va faire la liaison. Donc ici, d'un côté du plan, j'ai les deux lobes noirs qui font la liaison, et quand il a migré, ce sont les deux lobes blancs qui vont faire la liaison. D'accord? Donc ça, c'est pour les 4n plus 1, et si je fais la même chose pour les 4n moins 1, je vais avoir le supra-antara, donc je vais pouvoir rester en supra par rapport à mon polyényle et donc changer de signe au niveau de mon groupement, changer de lobe au niveau de mon groupement migrant, où je vais pouvoir faire un antara supra, donc antara par rapport au polyényle, donc je change de côté, je passe de haut vers le bas. Par contre, j'ai mon groupement migrant qui lui ne change pas de côté par lequel il fait la liaison. Donc on a toujours la liaison qui se fait du même côté du plan. Voilà, donc on va faire une petite pause et ensuite on reprendra par les transpositions de type IJ. Alors, écoute, on reprend du coup. Donc du coup, là, je vous ai montré comment ça pouvait fonctionner pour une transposition J, quand on a soit un groupement qui possède une orbitale S sphérique comme l'atome d'hydrogène, soit possédant une orbitale, alors soit une orbitale P, soit une orbitale hybride sp3, ce sera exactement la même chose, qui sont des orbitales directionnelles. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une transposition IJ? Donc là, ça va être un petit peu différent, puisque dans une transposition IJ, je vous rappelle qu'on va faire la rupture d'une liaison, finalement sigma, qui va être la liaison entre deux systèmes pi. Donc là, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire un découpage en radicaux, sauf que le découpage en radicaux, cette fois-ci, ne va pas être un groupement migrant radicalaire et un polyényle. Cette fois-ci, on va générer deux polyényles qui vont être en interaction l'un avec l'autre.
Donc dans ce cas-là, on va avoir plusieurs possibilités à prendre. Donc le premier cas, c'est si je prends deux polyènes qui possèdent 4n plus 1 et 4m plus 1 atomes. Dans ce cas-là, bon, les deux HO vont être symétriques et on peut envisager une réaction de type supra-supra. D'accord ? Donc c'est l'exemple que je vous donne ici. Vous voyez effectivement que les carbones 1 et J ou les carbones 1 et I, donc 1' et J pardon, et 1 et J, sont bien de même signe. Donc si je considère que mon interaction est favorable donc, entre 1 et 1', elle va aussi être favorable entre J et J. Maintenant, si je regarde par rapport à chacun des polyényles, je vois que la liaison sur le polyényle du haut se faisait en dessous du plan pour les carbones 1 et les carbones J, et pour le deuxième polyényle, les liaisons se faisaient au-dessus du plan pour le carbone 1 et se fera au-dessus du plan pour le carbone J. D'accord ? Donc maintenant, si je fais la somme totale du nombre d'atomes de carbone, c'est-à-dire aussi du nombre d'électrons-pi au passage, puisque je vous rappelle qu'on a un seul électron-pi par atome de carbone, si je fais I plus J, je vois que I plus J va être sous la forme 4 facteur de N plus M plus 2. Si je pose N plus M égale K, j'obtiens que I plus J est sous la forme 4K plus 2. La deuxième possibilité, c'est que cette fois-ci, les deux fragments polyényles ont, pour chaque fragment polyényle, on a une HO qui est antisymétrique. D'accord ? Donc, si j'ai une HO qui est antisymétrique pour chacun des deux, d'après la règle de Coulson qu'on a vue tout à l'heure, ça signifie que les fragments, le polyényle de 1 à I et le polyényle de 1 à J sont sous la forme 4n-1, de l'autre 4m-1, pardon. Et donc dans ce cas-là, je me rends compte que si j'ai une interaction favorable entre 1 et 1', j'aurai toujours une interaction favorable entre I et J, et donc je peux aussi rester sous une forme supra-supra. Donc de la même manière, si je fais la somme I plus J, I plus J va se mettre sous la forme 4 facteur de N plus M moins 2, qui est la même chose que 4K plus 2. Ok, donc maintenant, si je prends, je peux prendre d'autres cas, et les deux autres cas, qui vous dit que si le mode supra-supra est possible, alors le mode antara-antara est aussi possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que je m'aperçois que si les deux lobes qui pointent l'un vers l'autre sont de même signe quand je fais du supra-supra, les deux lobes qui sont à l'opposé, comme je vous le montre sur cette flèche, sont aussi de même signe et donc sont aussi possibles. Et donc on peut très bien faire un mode antara-antara. La dernière possibilité qui me reste à voir, c'est si effectivement I et J n'ont pas la même parité. Donc par exemple, si je prends I qui est sous la forme 4n plus 1 et J sous la forme 4m moins 1, c'est-à-dire que il y a au moins une différence de 2 atomes de carbone entre les deux, je m'aperçois que sur le 4n plus 1, la HO va être symétrique, alors que sur le 4m moins 1, la HO va être antisymétrique. Donc cette fois-ci, je me rends bien compte qu'il va y avoir une différence. La différence, quelle est-elle ? C'est que si mon interaction est favorable au départ entre 1 et 1', pour maintenir une interaction favorable entre I et J, il va falloir que je fasse interagir, entre guillemets, deux lobes qui ne sont pas de même signe. Ça, c'est pas possible. Donc, si je veux faire interagir deux lobes qui sont de même signe, il va falloir que je fasse tourner un atome de carbone, donc soit sur le polyène I, soit sur le polyène J, de manière à avoir des lobes de même signe qui vont se faire face entre I et J. Et donc si je fais tourner, entre guillemets, c'est simplement dans notre tête, on fait tourner notre atome de carbone, ça signifie que la liaison initialement qui se faisait sous le plan pour un polyène, comme je l'ai fait tourner, elle va se faire au-dessus du plan. Et donc j'aurai un polyène, donc par exemple ici dans mon exemple le polyène du haut, puisque je faisais tourner mon atome de carbone en haut, qui va interagir de manière antara, qui va faire une réaction de type antara, alors que le polyène du bas, lui, n'a pas changé de signe, et donc va interagir en supra.
D'accord? Donc maintenant, si je fais la somme I plus J, mais comme j'avais 4n plus 1 et 4m moins 1, 1 moins 1 faisant 0, ben je suis sur la forme 4K. Donc vous voyez tout de suite réapparaître des notions que l'on a vues quand on a fait les électrocyclisations ou les réactions de cycloaddition, c'est qu'il y a à nouveau ces deux de grandes familles de 4K et de 4K plus 2. Donc ici c'est le nombre d'atomes de carbone, mais je répète, c'est aussi le nombre d'électrons piques que vous avez dans votre système qui va faire la différence. D'accord? Donc à partir de ça, je peux en déduire un certain nombre de règles de sélection. Donc toujours pareil, on se focalise uniquement quand on a fait notre séparation radicalaire sur les réactions entre les HO, qui sont simplement occupées, qui sont les réactions thermiques. On verra après comment on peut faire les réactions photochimiques, mais pour les réactions photochimiques, il va falloir exciter un électron de la HO vers une BV, donc la symétrie va changer. Mais ça, on le regardera après. Et donc, si je prends tout ce qu'on vient de voir, on se rend compte que si I plus J si I plus J est égal à 4K plus 2, on voit que le mode supra-supra ou le mode antara-antara est un mode favorable. D'accord? Alors que si I plus J vaut 4K, alors ce sera le mode supra-antara qui sera favorable. Et donc qui dit favorable dit réaction qui va être permise thermiquement. D'accord? Donc sur cette base, je vous fais rapidement un petit schéma qui va nous permettre de conclure par rapport à ces transpositions sigmatropiques. Donc je fais le cas le cas de la migration de l'atome d'hydrogène, puisque là c'est relativement simple, puisque je ne dois m'intéresser uniquement à la nature de la HO ou de la BV de mon polyène. Donc si mon hydrogène fait une migration supra, d'accord, puisque par rapport à l'hydrogène, il n'y a pas de notion de supra-supra, même si là j'ai rajouté supra-supra pour essayer de le rendre général. Donc pour l'hydrogène, migre en supra au niveau de la HO. Si je fais une excitation HOBV au niveau de mon polyène, je vais changer la symétrie, et donc ça signifie que le dernier atome de carbone va tourner, va avoir un signe qui va être opposé par rapport au carbone 1, donc ça signifie que l'interaction va devoir se faire par le dessous, c'est-à-dire que du coup si j'étais thermique pour l'hydrogène en mode supra-supra, donc en mode supra, je vais devenir photochimique pour un mode d'approche qui va être antara par rapport à notre polyène. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve exactement les mêmes règles de sélection qui sont les règles de sélection que vous avez dans le cas des réactions de cycloaddition, puisque on va pouvoir obtenir des règles type règles de Woodward-Hoffmann qui vont fonctionner pour les IJ, mais qui vont aussi fonctionner pour les transpositions de type 1J. D'accord? Donc les réactions thermiques vont être à mode supra-antara ou antara-supra pour des systèmes où I plus J vaut 4K, et va être supra-supra ou antara-antara pour les systèmes où I plus J vaut 4K plus 2, et vont être sous forme photochimique. Comme d'habitude, on va inverser. Si c'était supra-antara en thermique, ça devient supra-supra en photochimique, et inversement, ce qui était supra-supra en thermique devient supra-antara en photochimique. Voilà, donc avec ceci, ça clôture ce cours. Donc comme je vous l'avais dit, donc cette vidéo va être mise à disposition. Donc j'espère sur l'espace Moodle associé au module. Et ensuite, nous définirons un créneau sur le groupe Discord où un certain nombre d'entre vous ont commencé à s'inscrire, afin que je puisse répondre à vos questions par rapport à ce cours, et éventuellement préciser un certain nombre de choses. Sinon, n'oubliez pas de la semaine prochaine de nous renvoyer les exercices à faire pour la deuxième séance de TD. Donc pour la première séance, il y a à peu près une trentaine, on va dire 35
sur 50 qui l'ont renvoyé, donc c'est déjà pas mal. Ce qui aurait été bien, c'est que tout le monde l'envoie. Et une chose aussi importante, je vous avais dit, le groupe du mardi doit l'envoyer à M. Del Rosal, alors que le groupe de mercredi matin doit me l'envoyer à moi. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui m'ont envoyé à moi et n'ont pas forcément lu ce que j'avais dit. Bon, c'est pas forcément très très grave. Le principal, c'est qu'on reçoive vos exercices. Voilà, donc on fera un test. Donc je vous enverrai la semaine prochaine un message pour vous signaler la mise en ligne de la vidéo, pour que vous puissiez la regarder, et à partir de ce moment-là on essaiera de définir un créneau pendant lequel tout le monde viendra se connecter, enfin, tous ceux qui auront des questions à poser, et si ça fonctionne bien, on pourra essayer de faire la même chose pour répondre à vos questions de TD. Même si vous l'avez vu, on vous fait des retours relativement détaillés et personnalisés sur chacun des exercices que vous avez réalisés. Voilà.